On va passer à la seconde intervention, enfin, plutôt la troisième intervention de ce matin, avec le professeur Jean-François Bigoy, euh, que, que, que je ne savais pas trop comment présenter, mais donc je vais m'en tenir à ce qui est Attention à toi. à ce qui est marqué dans le programme que vous avez reçu aujourd'hui, puisqu'il fait énormément de choses, mais aujourd'hui, il va nous parler de la rencontre entre les pasteurs de monde. Il est bien sûr professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'Université Paris 8 et il est responsable des études des trans et des états modifiés, des états de conscience modifiés. Donc, Merci peut-être Marion. merci. Euh, quelques, quelques mots peut-être en préambule. D'abord pour vous dire que effectivement, comme le rappelait Nathalie Durier, il y a voilà, on est sur un cycle et le choix en fait d'appeler ces journées journées d'études plutôt que colloque est vraiment motivé par le fait que d'habitude dans un colloque on donne un certain nombre de vérités, on met à jour des connaissances. Il y a ça, il y a de ça bien sûr, mais il y a aussi l'idée de marquer que l'on est en développement, on est en train d'explorer, on est en train d'hybrider des connaissances les unes avec les autres. Et le terme de journée d'études paraissait plus approprié pour construire ces journées-là. Ce qui explique aussi que j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis, je crois, à peu près au moins 15 ans, c'est-à-dire que j'ai écrit la communication. Alors que d'habitude, je travaille, je réfléchis avec un diaporama. Mais là, précisément, comme il y avait voilà, beaucoup de choses qui venaient, bonnes ou moins bonnes, je me suis dit, bon, il faut que tu la mettes sur le papier, d'une part pour pas être trop dans la digression, mais aussi pour essayer d'être le plus précis possible, de façon à pouvoir engager la discussion derrière, y compris sur des choses pour lesquelles vous pourriez trouver qu'il y a des précisions ou des aménagements à faire. Ça explique aussi qu'il y a une pluralité de nature des intervenants pendant ces deux journées, mais également de vous et des personnes qui assistent à distance, à la fois des universitaires et des non-universitaires, avec la volonté précisément de ce dialogue en particulier. Et je vous remercie d'une part d'être présent. Je remercie les intervenants parce qu'il est vrai que ce thème-là était quand même un défi et que lorsqu'on l'a proposé chez un certain nombre d'intervenants que je ne dénoncerai pas, on a eu des yeux de hibou assez importants sur le fait de pouvoir hybrider ces deux notions-là et aussi une certaine conscience que l'on était sur deux thématiques qui ne sont pas forcément très politiquement correctes et qu'elles se rejoignent aussi là-dessus, sur le fait que précisément elles peuvent parfois créer quelques anticorps. Et donc, merci beaucoup d'avoir soutenu et de soutenir par votre présence, à la fois ici à distance et bien sûr les intervenants, ce défi particulier qui, je l'espère, va ouvrir d'autres portes derrière. D'autant plus merci que donc ça suit une journée de grève et que là aussi on a transpiré un petit peu quand même hein, sur sur la journée. Mais je me suis dit que finalement les choses étaient pas mal faites concernant le choix de cette date-là, puisque je me suis rendu compte que hier soir est passé à la télévision Matrix et je me suis dit qu'il y avait vraiment un film qui était vraiment représentatif de la rencontre entre nos deux thématiques, puisque vous connaissez bien sûr l'histoire autour du genre précisément des réalisatrices, et puis la thématique de Matrix, là vraiment on était, voilà, on a eu un sacré clin d'œil quand même avec ce passage, cette énième rediffusion hier soir de Matrix. Pour mon propos, je vais partir évidemment de la définition des trans telles que je l'utilise depuis quelques années, que vous pouvez retrouver notamment dans l'ouvrage que citait Nathalie tout à l'heure. Donc je ne vais pas rappeler cette définition-là, mais quand j'emploierai le mot de trans, c'est vraiment dans le sens classique. Et un dernier petit détail, c'est qu'évidemment, il y a une proximité entre trans au sens de transidentité et trans au sens de une partie ou une branche des états non ordinaires de conscience. Donc, quand il me semble qu'il pourrait y avoir une ambiguïté dans le langage parlé qui n'existe pas à l'écrit, du coup, je préciserai trans SE à la fin pour vous signifier si on est dans la transidentité ou dans un état non ordinaire de conscience. Voilà pour les éléments préalables. Et donc, je vais lire ce que j'ai prévu de vous dire pour pouvoir ensuite laisser la place à la parole.
De nombreuses sociétés vont confier aux personnes liminales, c'est-à-dire qui sont considérées comme ni tout à fait hommes, ni tout à fait femmes, ni tout à fait assis ici, ni tout à fait ailleurs, le rôle de médiation entre le visible et l'invisible. Quelques exemples peuvent venir, notamment les prêtres volontairement émasculés et habillés en femmes de la déesse Sibylle, la déesse de la terre et de la nature sauvage. Les deux personnes, deux esprits dans les traditions amérindiennes, les gatekeepers que l'on retrouve chez les Dagar et dont Malidoma Massomé explique qu'ils sont sur le seuil de la ligne du genre et à la lisière entre deux mondes. On retrouve également, je parle sous le contrôle de Laetitia Merli, certains chamans d'Asie centrale aux attributs parfois androgynes, la fonction et la fiction transgressive du changement de sexe dans certains carnavals. Je pense notamment au carnaval de Dunkerque pour lesquels précisément cette transgression est particulièrement présente. La transgression ou l'ambiguïté de genre n'est pas un accident folklorique, elle symbolise la capacité de passer d'un monde à l'autre et c'est ce que je vais développer aujourd'hui. On constate que l'accès même à ces états de transe et leur interprétation ont souvent été genrés. Par exemple, dans nombre de sociétés, les rôles officiels de chaman ou de figures praticiennes importantes socialement, quand elles ont une importance sociale, étaient plutôt réservés aux hommes, reléguant les femmes qui avaient malgré tout des expériences mystiques à des statuts qui étaient moins valorisés et que vous connaissez, sorcières, hystériques, énergumènes, possédées, etc. L'Europe médiévale et moderne a fourni un triste exemple de cela. D'un côté, l'Église canonisait certaines mystiques dont les visions venaient conforter la foi ou prêcher la vertu, comme Hildegard von Bingen dont on avait parlé au précédent colloque, Catherine de Sienne, etc. Mais de l'autre côté, la même Église condamnait des milliers d'autres femmes au bûcher en les accusant d'entrer en transe sous l'influence du diable et a donné lieu au procès pour sorcellerie. Le critère pour distinguer la sainte de la sorcière était largement genré et politique. La sainte se conformait en extase à l'idéal féminin, chasteté, soumission à Dieu, souffrance endurée dans son corps faible, je parle bien sûr de l'idéal pour l'Église, tandis que la sorcière, elle, était accusée de jouir charnellement avec Satan, de se rebeller contre l'ordre patriarcal. Ainsi, le même phénomène, la transe, la vision, était encouragé ou réprimé selon qu'il s'adressait dans un récit acceptable pour la société masculine dominante. On pourrait dire qu'il y avait des bonnes et des mauvaises trans et que le jugement portait moins sur la qualité intrinsèque de l'expérience que sur qui la vivait et dans quel but. Phénoménologiquement, cette police des corps touche le noyau de la subjectivité. Merleau-Ponty l'avait déjà démontré. Le corps n'est pas seulement un objet biologique, il est un corps vécu, un espace de perception et d'existence. Lorsqu'il change, c'est toute la subjectivité qui change. Ce que les trans et les transitions mettent en lumière, c'est que le corps n'est jamais figé, il est processus, il est traversé, il est devenir, ce que trans et transition rendent particulièrement lisible dans ces expériences. Cette grammaire du passage n'appartient pas au seul passé. Une drag queen ou une artiste résidant d'un ballroom en état de flow scénique, un danseur ou danseuse en transe lors d'une session d'ecstatic dance, un médium en séance spirit, un groupe queer réinventant des rituels, ces scènes contemporaines répètent sous d'autres formes l'intuition classique. Pour voyager entre les mondes, il faut apprendre à voyager entre les rôles. Ces scènes d'hier et d'aujourd'hui enseignent que la maîtrise des rôles est une technologie de franchissement. On va aborder ça maintenant en fonction de l'expérience finalement de ces technologies en particulier et en voyant dans quel contexte on peut trouver cette fluidité à la fois d'identité et autour des états de conscience modifiés. Les recherches contemporaines sur les états que l'on appelle maintenant non ordinaires de conscience, qu'il s'agisse d'hypnose, de méditation, de psychédéliques, d'expériences de mort imminente, etc., montrent que ces expériences altèrent en profondeur la conscience de soi et le vécu corporel. Elles ouvrent des espaces de transformation de l'identité, du schéma corporel et de la perception sociale, pouvant être temporaires ou durables. Autrement dit, dans ces états modifiés, le sentiment d'identité personnelle devient malléable. La conscience de soi et la perception du corps peuvent être radicalement modifiées, tout comme les schémas relationnels et très souvent la conscience genrée elle-même. Ce caractère transformatif fait des états non ordinaires de conscience de véritables expériences critiques où l'on observe par exemple des suspensions temporaires de l'identité de genre,
des vécus de fluidité corporelle et subjective, des formes de subversion performative du genre, des expériences de non-soi ou de transcendance de l'assignation de genre. Et ces manifestations parlent. Deux références classiques illustrent cela. D'abord, Lewis, 2003, a montré que dans de nombreuses sociétés, la possession féminine est une manière pour des femmes marginalisées de contester leur statut, d'exprimer un conflit, de rendre audible une parole interdite. La transe, dans ce cas, est un espace de résistance autant que de guérison, et Cécile Frigo-Manning nous en parlera demain avec l'exemple français Articulation 19-20e. De même, autre référence, Bastide en 72 a souligné comment les cultes afro-brésiliens fonctionnent comme des lieux de reconfiguration identitaire et communautaire. Et là, c'est sous la surveillance de Mauricio Neubern, qui interviendra demain, que je parle de ça. La transi permet de négocier les rapports entre héritage africain et contexte brésilien, entre mémoire de l'esclavage et invention d'un futur. Dans les scènes contemporaines occidentales, ces fonctions se rejouent autrement, parfois pour le soin, mais parfois pour une capture normative. Pourtant, ces constatations, la dimension genrée de ces états de conscience, demeurent largement sous-étudiées dans la recherche francophone. Cela soulève de nombreuses questions. Comment ces états modifiés influencent-ils la perception du genre et la performativité du corps sexué? Les dispositifs rituels, culturels ou thérapeutiques associés à la transe peuvent-ils offrir des espaces de subversion des normes de genre ou au contraire renforcer ces normes? Quel usage politique et critique ces phénomènes inspirent-ils aujourd'hui aux communautés minoritaires? En somme, de la transe à la transition, n'y a-t-il qu'un pas? C'est dans ce contexte que s'inscrit notre réflexion à la croisée des sciences sociales, de la psychologie clinique et des études de genre pour examiner ce que les états modifiés de conscience font au genre et réciproquement, comment les théories du genre peuvent éclairer ces états de transe. L'objectif est double, offrir un nouvel objet d'étude aux spécialistes du genre et politiser, c'est-à-dire recontextualiser historiquement et culturellement les approches des états non ordinaires de conscience qui, il faut bien le reconnaître, sont souvent dominés jusqu'ici par un discours naturaliste dépourvu de mise en perspective clinique et critique. Trans et conscience de soi, on va partir sur le vécu de l'intérieur de la transe, sous diverses formes qui se caractérisent par un changement de l'état de conscience et par une modification du rapport à soi, comme je l'indiquais tout à l'heure. En transe profonde, le sentiment d'agentivité personnelle peut diminuer fortement, laissant place à l'impression qu'une force autre agit à travers soi, comme dans les transes de possession spirituelle, ou dans un au-delà de soi, comme dans les expériences de transcendance ou d'expansion de la conscience. Le sujet peut avoir la sensation d'être à la fois présent et absent, ici et ailleurs. Ce paradoxe se reflète dans la définition classique des trans et ses caractéristiques, dissociation, déréalisation, dépersonnalisation, amnésie partielle de ce que l'on a été, mais au prix presque d'une banalisation du phénomène. La catégorisation prive souvent la pensée, et c'est le cas ici. Ce que l'on peut dire en tout cas est qu'un tel état induit une plasticité inhabituelle pour le moi. En hypnose, par exemple, on peut provoquer des phénomènes de régression en âge ou de changement de rôle où le sujet se comporte comme s'il était une autre personne à un autre stade de sa vie. De même, des témoignages de méditants ou d'expérienceurs d'états mystiques décrivent souvent une dissolution du sentiment d'ego. Les frontières du moi se font dans un tout plus vaste, au point que les catégories identitaires habituelles, le nom, l'âge, le statut et le genre perdent de leur importance. L'un des effets les plus discutés des psychédéliques est justement la dissociation de l'ego, un état où le sens du je suis ceci s'estompe, laissant place à un vécu de pure existence, je suis, sans autre qualification. Pour les personnes qui vivent hors du carcan du genre binaire, cette dissolution de l'ego peut s'accompagner d'un profond sentiment de libération, n'étant plus enfermées dans des normes de genre, elles font l'expérience fugace, transitoire, d'une réalité identitaire plus fluide et authentique. Des participantes et participants trans et non-binaires rapportent ainsi lors des sessions à dose élevée de psychédéliques une déconnexion joyeuse du corps physique et un soulagement de pouvoir simplement être sans étiquette. Il est frappant de constater que ces vécus subjectifs trouvent un écho dans les études empiriques récentes. Par exemple, une étude de 2023 de la France sur les usages LGBT,
puis il y a plus de psilocybine, a montré que beaucoup ont ressenti une meilleure acceptation et incarnation de leur identité de genre, avec moins de honte et plus d'autocompassion après ces expériences menées avec intention. De même, l'enquête nationale Global Drug Survey 2021 a révélé qu'un pourcentage notable de répondants ont rapporté des changements dans leur identité ou expression de genre à la suite d'expériences psychédéliques, souvent associées à un sentiment accru d'authenticité et de résolution de conflits intérieurs. Plus récemment, une étude parue en 2025 dans le Journal of Sex Research indique qu'environ 10% des usagers de psychédéliques ont constaté des évolutions de leur identité de genre après usage, des évolutions décrites non comme de la confusion, mais au contraire comme un réalignement profond avec leur vérité personnelle. Ces données suggèrent que les ENOC, les états non ordinaires de conscience, peuvent effectivement offrir un espace de négociation identitaire d'une ampleur insoupçonnée, confirmant ce que nombreuses personnes expérimentaient déjà intuitivement. L'identité est expansive et modulable. Et Aurélie nous parlera cet après-midi précisément d'un revue de la littérature sur cette question-là. Sur le terrain anthropologique, la relation entre trans et genre s'est révélée riche en enseignements. Je laisserai tout à l'heure la place à Laetitia Merli qui continuera ce propos. De nombreuses cultures, à travers l'histoire, ont intégré la transe dans des pratiques rituelles où elle vient bousculer les rôles de genre habituels. En contexte de possession ou de chamanisme, il n'est pas rare que les identités de genre soient transgressées. Des femmes peuvent être possédées par des entités masculines et inversement, des hommes, peuvent devenir le véhicule de divinités féminines. Dans certaines sociétés traditionnelles, on voit apparaître des figures de third gender, troisième genre, investies d'un rôle spirituel privilégié, servant souvent de médiateur entre le masculin et le féminin lors des cérémonies. L'anthropologie a documenté, entre autres, des rituels d'inversion de genres sexués, par exemple le travestissement sacré lors de festivals ou de cultes, qui instaurent un temps où l'ordre du genre va être renversé. Des cas de possession divine, cross-gender, comme en Inde, et Anushka Chakravarti va nous en parler demain. Il s'agit de phénomènes d'hommes possédés par des déesses qui sont observés depuis des siècles. Et ces hommes en transe adoptent attitudes et expressions traditionnellement associées au féminin, brouillant les frontières entre le masculin et le féminin. Des appropriations également contemporaines de la transe par des communautés queer, par exemple dans certaines scènes alternatives, Queer, Queer Pagans, un collectif artistique pagans venant de paganisme, où on revisite les techniques de trance, dance trance, rituels néo-chamaniques, usage également d'antéogènes, pour en faire des espaces sécurisés d'exploration identitaire hors des normes cis-hétéro-patriarcales. Les modalités sexuelles revisitent les caricatures qui en sont faites par les milieux hétéronormés, en poussant l'expression de la polarité des genres, des scénarios fantasmatiques, les modalités relationnelles de rencontre, jusqu'à un paroxysme de mise en scène faussement binaire. Une approche du week-end, si vous voulez des lieux pour vérifier ce que je suis en train de vous dire, je peux vous les fournir. Il s'agit en fait de scènes initiées d'appropriation et de transformation des processus identitaires, de genre, et de la culture qui lui sont associées. La transe, sexuelle, musicale, dansante, en tout cas culturellement exprimée, devient ici un outil de revendication et de libération qui vient nourrir ce que certains et certaines appellent la gender euphoria, c'est-à-dire la joie profonde d'être en accord avec son genre vécu. Comme le dit un témoignage parlant d'une expérience extatique, c'est un sentiment de joie qui rayonne dans tout le corps, validant qui je suis, et le terme de validation est important. Ces exemples illustrent que la transe, loin de simplement reproduire les stéréotypes de genre, ouvre au contraire un champ de possibles où l'on peut jouer avec les identités, les combiner, les dépasser. Les identités frontières, ainsi incarnées durant ces moments ritualisés, servaient parfois à valider socialement des identités alternatives. Paradoxalement, ces pratiques pouvaient être à la fois subversives et intégrées à l'ordre symbolique de la communauté. La société reconnaissait un temps et un lieu pour que les frontières du masculin et du féminin soient franchies, tout en circonscrivant cette transgression à l'espace rituel. Reste que ces phénomènes démontrent de façon éclatante une idée centrale: ce que nous percevons comme naturel en matière de genre peut, dans certaines conditions altérées de conscience, être vécu comme contingent et transformable. La part de jeu, de mise en scène inhérente au genre, comme l'a montré Judith Butler, apparaît au grand jour dans la transe qui devient alors le laboratoire du, entre guillemets, genre en mouvement.
Explorons à présent l'hypothèse au cœur de cette présentation. Les trans, au sens d'état de conscience modifié engageant une brusquerie du réel, et les parcours trans, au sens de une trajectoire de transidentité, relèvent au fond d'un même mouvement anthropologique, celui du franchissement. Dans les deux cas, il ne s'agit pas tant de changer de forme que d'habiter l'entre-deux, d'occuper les interstices entre des catégories habituellement séparées. C'est en ce sens qu'on peut parler avec la psychologue Françoise Sironi de devenir, entre guillemets, c'est son expression, passeur de monde. Et je suis heureux là de citer Françoise Sironi, qui a appartenu au laboratoire auquel Nathalie et moi-même sommes actuellement. Nous avons eu le plaisir de travailler avec elle jusqu'à sa retraite. Le passeur de monde est cet être de frontières capable de circuler entre des univers identitaires distincts, de se métamorphoser sans pour autant se perdre complètement dans l'autre. Sironi employait cette expression pour décrire notamment les sujets explorant la transition et aussi le rôle du thérapeute accompagnant des personnes trans. Je vous propose ici de l'étendre métaphoriquement au sujet en trans, SE, qui navigue entre plusieurs réalités personnelles. La trans, dans sa diversité de manifestations culturelles, ouvre un espace-temps où les frontières vacillent, entre le soi et l'autre, entre le corps matériel et immatériel, entre le masculin et le féminin. De son côté, la transidentité, entendue comme le fait de déjouer une assignation de genre imposée dès la naissance, déconstruit les catégories rigides et révèle à quel point le genre en soi est déjà une sorte d'état modifié de conscience sociale. En effet, vivre une transition de genre, c'est faire l'expérience que les évidences du masculin et du féminin ne sont pas inéluctables, qu'elles peuvent être reconfigurées par un acte de volonté de narration de soi. À cet égard, on peut penser la transe comme un art du déplacement de soi, se déplacer hors de son identité ordinaire. Et la transidentité comme une transe prolongée, vécue dans la chair du quotidien et le grain de l'expérience personnelle. Cette analogie entre transe et transition n'est pas juste un jeu d'esprit, c'est un véritable enjeu épistémologique et politique. En les croisant, nous sommes amenés à interroger les normes qui fondent notre idée de la réalité. Norme de vérité, qu'est-ce qui est vrai dans l'expérience subjective? Le vécu en transe est-il moins vrai que le vécu ordinaire? Ou le genre ressenti est-il moins vrai que le genre qui est assigné? Les normes de cohérence, faut-il à tout prix une identité cohérente, stable dans le temps? Normes d'incarnation, jusqu'où le corps doit-il confirmer une identité pour qu'elle soit reconnue? Croiser les récits de trans et les récits de transition permet de faire surgir des communs symboliques inattendus. On y trouve des ressources partagées pour négocier une place nouvelle dans le monde. Pensons au récit d'initiation où l'ancien moi doit symboliquement mourir pour qu'un moi nouveau puisse naître, un schéma que l'on retrouve aussi bien dans certains rituels de trans SE que dans les témoignages de personnes en transition sur leur parcours de réassignation. Les deux expériences impliquent souvent une narration transformatrice de soi, un voyage identitaire qui a ses épreuves, qui a ses guides, et qui vise à une réconciliation finale avec soi-même sous une forme inédite. Par ailleurs, reconnaître ce parallèle, c'est aussi refuser de réduire la transidentité à un simple fait médical ou à un caprice individuel. Comme l'écrit Sironi, les transidentités sont loin d'être un épiphénomène marginal. Elle constitue un nouveau paradigme pour comprendre les constructions identitaires contemporaines, au même titre que d'autres parcours de vie où l'on traverse des frontières. Métissage culturel, migration, recomposition familiale, homoparentalité, etc. Dès lors, trans et transition nous enseignent toutes deux que l'identité humaine peut être pensée non comme une essence figée, mais comme un processus, un jeu de limites que l'on peut déplacer. Et je retrouve là ce que tu disais, Hélène, tout à l'heure. Cette conception dynamique ouvre la porte à davantage de liberté, mais nous confronte aussi en retour aux résistances du social. Cette correspondance, on pourrait même dire analogie qui nous guide, doit être structurée dans l'approche. Bien entendu, différents aspects permettent à cette thématique de tenir. Je n'en citerai que trois. L'homologie des opérations, fabriquer un sujet par rite technique ou attachement plutôt que par filiation biologique. C'est le cœur de l'argument de Sironi qui est transposable au protocole de Trans-SE. La topologie des frontières, dedans-dehors, devient variable, négociable. Les passeurs vivent au bord, condition nécessaire de la médiation. On parle parfois également de construire des ponts. Pour qu'il y ait un pont, il faut qu'il y ait deux bords, par définition. Troisième dimension, la fonction sociale. Ces sujets assurent un service, divination, soins, médiation politique du genre, désamorçage de la frayeur culturelle
etc. et s'ironie ainsi sur la fonction psychobiologique des transidentités. De même, la transe organise des biens publics, guérison, justice rituelle, maintien du lien, etc. Mais il faut immédiatement préciser que l'analogie a aussi des bords éthiques à respecter. Les coûts de la transition de genre, violence sociale, contrôle administratif, exigence de stérilité naguère imposée pour des changements d'état civil ne sont pas isomorphes au coût d'un vécu de trans réussi. Trans SE cette fois-ci. Et l'on n'a pas le droit de romantiser la douleur ou de rabattre des souffrances biopolitiques sur de simples épreuves initiatiques. De même, l'hétérogénéité des ontologies oblige à ne pas universaliser. Toutes les trans SES n'impliquent pas le genre, toutes les transitions n'impliquent pas de la transe, et l'on peut très bien devenir passeur du côté des états non ordinaires de conscience sans que la scène du genre ne soit interrogée. Et enfin, l'exportation des catégories ou des techniques sans leur écologie d'origine produit de tristes controverses et endommage la valeur des passages. Il faut donc respecter également cet environnement culturel qui voit émerger telle ou telle pensée ou pratique. Une question demeure en filigrane de ce qui précède. Qui a le droit de passer et à quelles conditions? Autrement dit, si franchir les frontières de l'identité, de genre, de conscience ou de corps, est potentiellement émancipateur, il n'en reste pas moins que ce franchissement dérange les gardiens de l'ordre établi. Historiquement, les sociétés ont établi des limites autour du corps, du genre et du savoir légitime, et ne laissent pas ces limites être transgressées sans contrepartie. Par exemple, dans certaines cultures, le rôle de chaman transgenre ou de médium travesti n'était accessible qu'à des personnes investies d'un statut spécial, souvent sacré, ou à l'inverse, parfois marginalisé. Le fait de passer entre les genres via la trans-SE pouvait être toléré dans un cadre rituel précis, mais sévèrement réprimé en dehors. On pense notamment aux sanctions contre le travestissement ou l'homosexualité dans ces mêmes sociétés dans un contexte profane, et j'ai en tête les travaux notamment de Jean-Marc Parfetti là-dessus. De même, notre société moderne a longtemps réservé la dissolution de l'ego aux mystiques ou aux poètes, tandis que celui qui la vivait hors de ces cadres pouvait être diagnostiqué comme étant pathologique, et il l'est d'ailleurs toujours. Le cas de la transidentité illustre parfaitement bien cette tension. Jusqu'à récemment, le parcours trans était strictement balisé par l'institution médicale. Le changement de sexe était considéré comme une affaire relevant, pour sa décision, de la seule psychiatrie et de la chirurgie, à valider par des expertises, des conditions souvent intrusives et normatives. Ce n'est plus officiellement et théoriquement, je le dis avec prudence, considéré comme une maladie mentale aujourd'hui, et longtemps, là aussi je le dis avec prudence, à reconnaître aux personnes trans le droit d'être actrices de leur propre devenir. Cependant, dans les faits, de nombreux obstacles subsistent. Difficultés d'accès au traitement, exigences administratives, pression à prouver une identité stable, etc. Autrement dit, le droit de passer d'un genre à un autre, bien qu'en progrès, reste encadré par des conditions qui traduisent les limites symboliques et politiques que notre société maintient autour du genre. Ces conditions révèlent les points de résistance, ce qui doit être coché pour que la société consente à redéfinir l'identité, par exemple le passage par une hormonothérapie validée médicalement, un temps d'épreuve, test dans la vie, etc. Et aussi ce qui reste indicible, les identités non binaires peinent encore à obtenir une reconnaissance légale si que notre système binaire agit et réagit. Du côté de la transe et des états non ordinaires de conscience, on constate un phénomène analogue. Légitimement ou non, notre culture trace une ligne entre les états de conscience acceptables et ceux qui ne le sont pas. Certains passages de conscience sont valorisés, la méditation, l'hypnose thérapeutique, la prière extatique dans un contexte religieux reconnu, tandis que d'autres sont stigmatisés, la transe du rêveur, perçue comme déviante, surtout aussi pour l'ecstasy, les expériences psychédéliques interdites, les sorties hors du corps sont assimilées quasi immédiatement à de la dissociation pathologique, etc. Là encore, la question de qui a le droit de passer pointe vers le pouvoir en place. Ce sont les normes sociales et les institutions, médicales, juridiques, religieuses, qui décident quel type d'expérience de conscience est licite et pour qui interroger ces normes, c'est nécessairement politiser notre approche des états de conscience. Par exemple, reconnaître une valeur initiatique ou thérapeutique à des trans autrefois qualifiées de superstition ou de folie implique un renversement du regard, un effort critique semblable à celui qu'ont dû mener les études de genre pour que transidentité soit sortie du manuel de psychopathologie. En définitive, ouvrir un dialogue entre les théories du genre et les recherches sur les états non ordinaires de conscience
C'est se donner la chance de repenser ensemble la notion de limite. Limite du moi, limite du corps, limite des identités. Cet échange interdisciplinaire apporte un éclairage mutuel. Les vécus de trans obligent les études de genre à considérer le corporel et le subjectif sous un angle nouveau, par exemple comment une identité peut être incarnée différemment selon l'état de conscience, et inversement, les études de genre apportent aux sciences de la trans un cadre pour comprendre les enjeux de pouvoir, de langage et de récit qui structurent y compris les expériences intimes. Politiser les états non ordinaires de conscience, c'est donc aussi démystifier certaines narrations naturalisantes du style le cerveau en transe fait ceci ou cela universellement et donc on doit suivre ce que le cerveau semble montrer, en montrant que vivre une transe en 2025 en France n'a pas la même signification sociale que de la vivre dans un temple à Bali il y a un siècle, tout comme être une femme trans n'a pas la même portée sociale aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Contextualiser, c'est redonner au sujet le pouvoir de redéfinir le sens de leur expérience, qu'elle soit spirituelle, thérapeutique ou identitaire. En conclusion, j'ai essayé ici d'apporter trois hypothèses ou trois thèses. La première, anthropologique, celle du franchissement. Trans et transition relèvent d'un même genre anthropologique du seuil, des techniques rituelles, cliniques, narratives qui rendent franchissables des frontières supposées naturelles entre soi et l'autre, entre corps et fiction, entre masculin et féminin. Le corollaire, c'est que le droit de passer est un fait social total. Il révèle qui contrôle les seuils, selon quel rite et au bénéfice de qui. La thèse ou l'hypothèse numéro 2, elle est phénoménologique, le corps vécu. Les états non ordinaires de conscience reconfigurent la proprioception du soi, schéma corporel, agentivité, temporalité. Le genre compris comme orientation incarnée, au sens d'orientation du corps dans le monde, apparaît alors moins comme un attribut que comme un style d'apparaître. Le corollaire, c'est que la fluidité genrée en transe n'est pas une fiction, c'est un changement de style d'incarnation temporairement stabilisé. La troisième thèse ou hypothèse, elle est politique, le régime de la vérité. Toute société définit quels passages sont licites, méditation, hypnose, et quels passages sont illégitimes, psychédéliques non encadrés, transition non conforme. Politiser les états non ordinaires de conscience, c'est déplacer le débat de l'essence vers les dispositifs, c'est-à-dire se poser la question qui autorise, qui ritualise, qui nomme, qui archive les franchissements. L'une des conclusions est sans doute que la rencontre entre les passeurs de monde, qu'ils soient en transe, SE ou en transition, nous apprend ceci. L'identité humaine n'est pas un territoire figé, c'est un paysage traversé de frontières mouvantes. La transe, en bousculant la conscience de soi et les perceptions du corps, met en lumière la part d'arbitraire et de constructivisme dans ce que nous tenions pour inné, y compris le genre. La transidentité, en retour, rappelle que le social lui-même est une transe collective, une performativité répétée qui peut être déconstruite et recomposée. En ouvrant le dialogue entre ces deux domaines, nous découvrons des langages communs pour parler de transformation, de fluidité et de résistance aux normes. Pour les cliniciens, intégrer ces perspectives, c'est accepter d'accompagner les patients au-delà du simple symptôme vers des quêtes de sens plus profondes touchant leur être. C'est aussi militer à notre échelle pour que le droit de passer les frontières de l'esprit, du corps, du genre, soit reconnu à chacun et chacune sans stigmatisation ni exclusion. À l'heure où les sciences redécouvrent et prolongent l'abord des trans et où les droits des personnes trans occupent le devant de la scène, souvent à leurs dépens, il est temps de relier ces mouvements. En somme, rencontrer les passeurs de monde, c'est reconnaître en eux les éclaireurs d'une humanité qui se redécouvre multiple, inclusive et capable de se réinventer. Comme le suggère l'expérience de la transe, et pour citer Rimbaud, je est un autre, et c'est peut-être dans cet autre en soi que réside la clé d'une plus grande liberté d'être. Durant ce temps ensemble, nous avons considéré la transe non comme un exotisme, mais comme une technologie du seuil. La transition non comme une exception, mais comme une écologie durable de la marge. Si le genre est un style d'apparaître, la transe en est le ralenti qui permet d'en voir la chorégraphie. Alors la question cesse d'être qui suis-je vraiment pour devenir? Dans quel régime de passage ma vérité peut-elle respirer sans se briser? La clinique n'a pas à dire l'ultime, elle a à tenir les ponts, consentir, banaliser, ritualiser, intégrer. Et pour qu'il y ait pont, je le disais tout à l'heure, il faut deux rives. Et la science, elle a à décrire ces ponts, à mesurer leurs effets et à mettre en question les péages qui ont été installés. C'est ainsi peut-être que l'on élargirait
qu'on pourra élargir concrètement le droit de passer. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup Antoine. Cette très très belle présentation qu'en plus double, parce que du coup, avec le fait de l'avoir écrite et en plus de l'avoir mis en PowerPoint, donc, du coup, c'était encore plus utile. Et, Tiens, j'étais plus audible que d'habitude, c'est ça? Il faut que j'écrive mes communications. non, mais je trouve que du coup, on entend encore plus le. Je te justifie pas, c'était pour te... Par rapport à ça que si j'ai le temps, je voudrais dire en plus par rapport à ça. Donc, je vais laisser d'abord la salle réagir. S'il y a des questions, je ne sais pas où est passé pour. Elle est là-bas pour le micro. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais descendre de l'autre côté, là où il n'y a pas de fil. Sinon, est-ce qu'il y avait des questions? Ah, tu vois que j'ai pas été si audible que ça. On va un peu bien. Allez, je- Merci. Charlotte Despoliers, la parole, donc si personne n'avait maintenant. Je voulais savoir pourquoi vous n'utilisez pas les pronoms il, elle, IL et la prononciation inclusive. Je sursaute à chaque fois qu'on parle d'auteur, enfin au masculin pour tout, alors que ici on est justement dans une déconstruction du genre. Parce que les personnes qui le font sont probablement plus avancées que moi sur ce chemin et que je suis pas suffisamment avancé pour être à l'aise avec cela. Et aussi, juste une petite enfin, une prolongation de ce que vous racontez. Moi, j'ai envie de dire que toutes les personnes qui expérimentent la transe suffisamment longtemps sont dans une déconstruction de soi et de genre. Et qu'on ne va pas nécessairement jusqu'à la transition de genre, mais qu'il y a toujours un questionnement. Moi, je vois bien dans tous mes accompagnés, euh, il y a cette remise en question du cadre, je ne sais plus comment vous l'avez appelé, à la limite de la frontière, de la définition, qui n'est pas nécessairement un point primordial, mais quasiment tout le monde passe par là. Alors peut-être que c'est aussi induit par mon cadre, hein, puisque mon cadre est... C'est ma réponse. Oui, oui, bien sûr. Mais je pense que chez mes collègues, c'est quand même le cas aussi, mais sans doute en moins développé, puisqu'il y a une permission qui est donnée par mon positionnement qui est explicite sur mon site et dans mon cabinet, qui permet ça beaucoup plus facilement. Oui, c'est effectivement reprendre un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire pour les questions d'état non-linéaire de conscience, des trans, il y a notamment une sorte parfois de, comment, quel mot utiliser? J'utilisais le terme d'utopie qui considère finalement que le phénomène est universel, voilà, même présent. Et plus on avance en fait dans les études, et plus on se rend compte à quel point le vécu des personnes, c'est assez logique finalement, y compris dans ces états-là, est en fait fonction du contexte, d'une intention, d'un préalable, et que il suffit pas d'être en transe pour finalement rentrer dans une universalité, ou plutôt que l'universalité ne va se trouver que si les personnes s'attendent à la trouver. Et moi, pour ma part, je travaille dans deux lieux différents. J'ai une pratique hospitalière et j'ai une pratique libérale. C'est pas les mêmes patients, c'est pas les mêmes vécus, c'est pas le même cadre, ils savent pas la même chose de moi. Et donc effectivement, la façon dont on va choisir un thérapeute, un lieu, la manière dont on va déposer dans notre démarche ce que l'on souhaite y trouver, et par la suite, ce que l'on souhaite y trouver peut bien sûr évoluer vers d'autres choses, va être fonction d'un lieu, d'une histoire avec le thérapeute, de ce que l'on perçoit de la personne, etc. Et pour ma part, je vais dire au moins sur l'hôpital, les personnes qui interrogent leur genre, j'ai rencontré trois en 25 ans d'hôpital, avec les mêmes méthodes que je peux employer dans d'autres cadres. Ça ne veut pas dire qu'elles ne vont pas le faire, mais elles le feront du coup ailleurs, hein. Et pour ma part, parce que précisément
Je travaille notamment à l'hôpital. Je ne vais pas m'autoriser à interroger cette dimension-là dans le cadre qui est le mien à l'hôpital parce que ce n'est pas la fonction qui m'est assignée en tant que psychologue dans ce lieu-là. Donc il y a aussi quelque chose de l'ordre d'une permission implicite qui va être portée par la personne, voilà. Et donc, c'est important que ces lieux-là où c'est possible existent dans leur diversité et amènent parfois effectivement à ce type d'interrogation. Ensuite, il y a plein de choses qui sont, enfin, de toute façon, le sujet est passionnant, mais l'une des questions qui émerge peut-être en complément, c'est faut-il avoir conscience que l'on remet en question son genre? Je parle dans les parcours de trans, SES. Euh, Faut-il avoir conscience que l'on remet en question son genre pour réellement réinterroger cette dimension-là? Et ça, pour moi, c'est une vraie question. C'est-à-dire, OK, dans tout parcours, en fait, il y a un réaménagement identitaire. On ne peut pas faire un travail qui soit médié par de la trans ou pas. On ne peut pas faire un travail sans re-questionner son identité, ou alors on passe à côté de l'expérience que l'on a entamée. Euh, la question, c'est savoir, est-ce que quelque chose de si inscrit, de si défini, de si socialement construit que la question du genre, est-ce qu'il y a besoin que cela soit nommé pour pouvoir être travaillé? C'est est-ce qu'il faut nommer le bâtiment pour que forcément ça soit travaillé, ou est-ce que dans certains parcours, la personne va finalement être amenée à le travailler, mais sans avoir besoin de le nommer et les choses vont se faire, voilà. Pour moi, c'est point d'interrogation, cette dimension-là. Bien sûr. Mm. Je fais très court. Dans le travail purement symbolique, Mm. tant il n'y a pas de retour à des grilles pédagogiques ou à d'autres étalages, parce que, enfin, quand c'est le positionnement uniquement accompagnement de voyage, on va dire, moi je peux percevoir des choses que la personne ne perçoit pas, ne conscientise pas, Mm. puisqu'elle est elle est en contact avec ces réalités symboliques, montagnes, énergie, je sais pas, et qu'elle ne voit pas nécessairement la Mm. portée de ces symboles. Et je la laisse tranquille avec ça. Parfois, il y a effectivement une interrogation sur le genre qu'on peut dire dans le champ inconscient. Mm. Ce que vous disiez tout à l'heure avec les crapauds, c'est très intéressant. Tout d'un coup, ce besoin de changer. Il y a Philippe, je crois qu'il y avait une. Oui. Bonjour, je m'appelle Philippe. Du coup, j'ai voulu contribuer à mon questionnement là sur l'identité et sur euh, voilà, je ne sais pas si je vais arriver à formuler ce que j'essaie de dire, mais je trouve que c'est intéressant que euh, la, pour moi, comme je suis transgenre, et du coup pour moi, il y a une différence entre identité, entre mon genre qui est inné à moi et la performance Mm. de l'identité, par exemple, féminin, masculin, celle qui était assignée à nous. Et du coup, je crois que quand on est dans des trans, ça nous permet de déconstruire la performance et je sais pas comment dire ça, c'est pas la conjonction, ce qui était forcé à nous de Mm. performer, alors que genre elle-même, moi, à la fin de mes études et des trans, de mes expériences avec les trans, j'ai compris que, bon, bah, je m'étais née avec ça. C'est pas quelque chose que je peux déconstruire. Mm. Et du coup, je pense que, je sais pas, j'ai voulu juste préciser, mais je Mm. sais pas, peut-être c'était pas clair pour Mm. moi à cause de langue, de votre présentation, mais quand on fait la transition, pour moi, comme je le comprends, c'est que on transitionne de genre qui nous a été assigné par la société vers notre propre vrai genre. C'est pas que on change de genre. Mm. Voilà. Mm. Du coup, je voulais juste préciser ça. Ah oui, merci. Merci aussi d'être là. Philippe intervient cet après-midi également pour partager son expérience et merci d'avoir accepté de le faire. C'est l'une des difficultés auxquelles je me suis confronté et c'est pour ça que j'ai essayé de l'écrire pour être le plus juste possible. Mais effectivement, je me rendais bien compte que l'une des difficultés était que parfois il pouvait y avoir cet amalgame de la même façon qu'il pouvait aussi y avoir parfois un amalgame entre les parcours de transition et être trans. Et qu'il y avait parfois
comme si forcément il y avait, enfin, comme si forcément les deux étaient accolés, étaient la même chose, que, etc. Alors que c'est évidemment plus subtil. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai essayé de, de, de préciser au maximum les choses dans les termes, parce qu'effectivement, j'étais confronté à ça. Quand je parlais tout à l'heure qu'il y avait un foisonnement, c'était pour les études de genre, dont en plus je ne suis pas du tout spécialiste, comme peut l'être Hélène, évidemment, mais euh, euh, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux réussir à parler de ça sans être trop réducteur, c'est-à-dire en essayant de montrer que j'ai vu que c'était pas équivalent, et en même temps de ne pas être non plus dans tous les cas de figure, parce que pour moi, le propos, il est en fait de partager mon enthousiasme sur l'hybridation entre les deux domaines. Et donc, vraiment, je vous rejoins totalement sur cette distinction, comme sur le fait que parfois, sans doute, on mêle trop le parcours et puis vraiment la finalité, être trans, qui pour certaines personnes, en fait, est plus une interrogation qu'autre chose et ne correspond pas forcément à quelque chose qui est immédiatement accolé, quoi. Donc, en retravaillant, je ferai vraiment encore plus attention à cette dimension-là et de l'enrichir aussi pour essayer d'apporter plus de nuances que j'en ai apporté. Oui. Mm. Je donne deux micros. Merci, moi je vais être rapide alors, ça va. Merci beaucoup, c'est vraiment passionnant. Je me posais une question, une curiosité vis-à-vis de la psychologie clinique aussi. Est-ce que cette rencontre entre les deux domaines, elle s'opère également au sujet de la question de l'enfance et de la très jeune enfance en particulier, parce que finalement, il y a des études qui sont menées sur le fait que les enfants sont très réceptifs aux énols, que ça peut être, voilà, que eux, il y a d'autres études aussi qui montrent qu'ils vivent des états en permanence, des passages au quotidien. euh, des états qui pourraient être considérés comme psychédéliques, sans substance, etc. Et inversement, c'est aussi dans l'enfance qu'on à la fois qu'on joue énormément avec les codes et qu'on performe aussi, en fait, à la fois dans le jeu et dans la spectacularisation, mais aussi dans la volonté de défier, ou inversement, qu'on subit toutes les pressions sociales dès la crèche, dès l'école. Donc, et en même temps, s'il y a des enfants qui montrent des volontés de passage, il y a toute cette négociation complexe aussi de l'entourage, à la fois qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on observe aussi dans les témoignages, ça peut opérer aussi des conflits au-delà de la question du jeu, du jeu JEU, pardon, Mm. et du jeu JE, évidemment. Mm. Merci pour ta question, je vais avoir deux niveaux de réponse. En termes vraiment de production scientifique, a priori, on est proche de zéro parce que je n'ai jamais rien lu là-dessus. Donc a priori, on est effectivement proche de zéro. Ensuite, dans la rencontre clinique, dans le parcours, oui, c'est-à-dire que ce parcours autour de la question les questions du genre, de son identité, qu'on appelle souvent psychologie d'identité sexuée, avec toutes les critiques qu'il pourrait y avoir sur cette dimension-là, donne lieu effectivement à un sentiment, pas un sentiment, à un vécu qui est un vécu souvent au début d'étrangeté, pour ensuite voir comment est-ce qu'on peut se réapproprier ce corps et l'investir de telle ou telle façon. Donc en clinique, ce sont des choses que l'on a dans le discours des patients en termes d'études scientifiques. À ma connaissance, on n'en est pas encore là. Peut-être qu'un jour, on arrivera à la finalité, à la mise en place où finalement, on présentera les deux vêtements petits bateaux qu'Hélène nous a présentés tout à l'heure et que l'on fera confiance à l'enfant pour, dans son intuition sensorielle, se laisser guider par celui qui semble le plus adapté à la manière dont il se ressent et s'il se vit à ce moment-là. Mais je suis pas sûr. Peut-être. Professeur, vous parlez toujours un petit peu trop vite pour moi. C'est enregistré, du coup, vous pourrez passer à 0,5 de vitesse. Merci de me signaler, j'essaierai de corriger ça. Bon. Euh, Philippe, si tu es d'accord, moi je voudrais juste témoigner de ma fatigue et de mon accompagnement de personnes trans. Euh, Dans la transidentité, on remarque bien sûr énormément de dissociation traumatique
soit qui sont liées à des traumas précoces d'attachement, et puis aussi à toute la violence vécue, mais aussi à travers la chirurgie, c'est très. Et on s'aperçoit donc de plein de choses, chaque personne est différente, bien entendu. Quand une transition a été effectuée, chirurgicale et, euh, et sociale, surtout que c'est dans le sens donc assigné femme à la fille et la naissance, puis homme, c'est plus simple dans ce sens-là, hein, du reste, dans l'autre sens. C'est pas du tout la même réception, non pas les mêmes obligations sociales quand on devient une femme, quand on est une femme trans. Mais du bon côté de la transidentité, c'est pas tout à fait la même chose. Quand on retourne à la maison, dans la famille, dans les proches, ce refus d'avoir là, tu es devenu un homme, donc pourquoi tu vas mettre du vernis rose, ou pourquoi tu vas porter ceci? Ça met vraiment mal à l'aise toute la famille. Et moi, j'ai découvert la trans aussi grâce à l'ethnopsychiatrie. Et François Séronique qui a fait un travail remarquable sur la transidentité. Et encore une fois, hein, c'est mon intuition à moi de ce qui se joue euh, dans l'état de conscience modifié, qui serait plutôt de l'ordre de la dissolution. Ce qui permettrait, en fait, ce qui permet, par exemple, quand on parle de name, de dead name, c'est d'une violence incroyable. Mm. Et c'est violent pour tout le monde. C'est violent pour la personne. Si on vient pour la famille, on va te demander de faire le deuil de ton enfant. Ça aussi, c'est très bien. Je trouve ça excessivement violent. Et que dans la transe ou dans d'autres formes, ça peut être l'hypnose, par exemple, euh, ensemble, par l'amour qu'on va apporter sur l'autorisation qu'on donne. On peut retrouver en festival aussi, il y a plusieurs, hein, donc, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la dissolution. On n'est plus dans la dissociation. Quelque chose qui serait dilué, qui permettrait de retrouver euh, toute la complexité de ce que nous sommes finalement. Et on retrouve aussi chez les transidentiques, les personnes trans, l'utilisation de droits, bien sûr, Mm. avant de pouvoir comprendre sur le choix. Merci pour votre partage d'expérience. Pour la dissolution de l'ego, etc., c'est ensuite, je peux rentrer dans les détails, mais on a notamment psychologiquement, en fait, je vais dire des choses comme ça, on sait ce qu'il faut faire pour amener ce vécu-là chez les personnes, techniquement, j'entends, hein. Euh, Ce qui veut dire que, euh, en fait, la dissolution de l'ego, je suis d'accord avec vous, c'est pas forcément la dissociation, on peut distinguer les deux, on peut, etc. Mais il faut probablement les voir comme étant des expériences transitoires. Ce qui va accompagner la personne, c'est précisément ce qui va en être fait avec un thérapeute, avec une personne qui va mettre des mots, avec parfois des groupes de pairs, avec etc. C'est-à-dire que là où la chose peut être aussi intéressante, mais c'est important de l'avoir en tête, c'est que précisément parce que ces choses-là sont nées dans le social, il faut aussi que l'environnement social, et vous le disiez par rapport à la famille, il faut que la personne plutôt trouve dans l'environnement social un cocon, des intervenants qui vont permettre précisément d'accompagner et de porter ce qui, au travers d'événements de vie et parfois d'expériences singulières, lorsqu'elles sont faites avec les états non aliénés de conscience, vont être vécues. Dissolution de l'ego, c'est des choses de façon plus simple et plus lente. Je vais essayer. Dissolution de l'ego, ne peut être que transitoire, c'est-à-dire n'être vécu que le temps d'une séance ou d'un moment. Si l'expérience n'est pas reprise par des mots, alors quand je dis des mots, c'est pas forcément être en psychothérapie. Ça peut être faire un dessin, ça peut être tenir un journal, ça peut être en discuter avec quelqu'un qui va pas forcément se sentir le besoin d'essayer d'expliquer les choses, mais parfois ça peut être l'accompagnement psychothérapeutique aussi. C'est finalement ce moment-là qui va faire du transitoire le chemin de la transition, c'est-à-dire l'interrogation et la façon dont les choses peuvent aussi donner du sens à la personne. Et donc, effectivement, mais je vous rejoins vraiment sur ces expériences-là et sur, il y aurait beaucoup à dire sur euh, les familles et en particulier, euh, à quoi les familles sont confrontées en termes de visibilité lorsque
quelqu'un a fait un choix qui n'est pas socialement le choix qui est attendu. Et souvent, me semble-t-il, en tout cas dans les accompagnements que moi j'ai faits, et c'est vraiment valable que là-dedans, que les réactions épidermiques des familles, pour pas dire violentes la plupart du temps, sont souvent liées en fait pas tant au lien qu'il y a à la personne que de la visibilité obligée auquel que la personne impose à sa famille et qui n'a pas été préparée. Je suis pas sûr qu'elles doivent l'être, hein, ou qu'elles puissent l'être, mais et c'est finalement, et donc la famille va réagir comme s'il y avait tout d'un coup, pardon l'expression, elle peut choquer, mais je parle de vécu, un corps étranger tout d'un coup, et donc bah, va se défendre, quoi. Mais va se défendre par rapport à l'extérieur, essentiellement. Et lorsqu'il y a des accompagnements de famille, il peut être intéressant précisément de voir comment retrouver ce lien à la personne qui, en fait, dans la plupart des cas, n'a pas disparu, elle est enfouie. Mais effectivement, en travaillant cette question de la visibilité à l'extérieur, de la manière dont l'enceinte familiale, dont l'histoire de la famille, est en train d'être bouleversée par cet événement-là. T'avais prévu une pause? Oui, Ah, maintenant, 11h04. J'avais une question. Enfin, vas-y, deux. je t'écoute. Deux, mais j'en prends plus. Hmm. Non, non, non. En fait, il y a quelque chose dans ton topo qui, pour moi, était inédit, en fait. C'est lorsque tu as évoqué la question du franchissement. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, quand, euh, quand j'évoquais la transe, que ce soit justement la transidentité ou la transe euh, en lien avec psychose, etc. Comme tu l'as dit aussi un peu en préambule, il y a toujours une idée un peu de transgression par rapport à ça. Et en fait, le fait que tu aies utilisé le terme de franchissement, pour moi, a vraiment une portée presque épistémologique. Hmm. Et, euh, et voilà. Et du coup, je voulais te questionner sur ce terme-là parce que je le trouvais extrêmement intéressant. Voilà, je suis un peu, enfin, très égoïstement, et comme ça, il peut laisser faire la pause. Il y a deux. Alors, la façon dont les choses sont nées dans ma tête, c'est simplement l'étymologie de trans, qui a deux acceptions qui, pour moi, sont. Enfin, faut citer les deux pour être vraiment dans ce que veut dire trans. Le premier, c'est franchir un passage, passer de l'autre côté. Et la deuxième, c'est la mort, être transi de froid, etc. Et donc, le terme de trans, en fait, c'est la confrontation aux limites et à l'ultime limite en particulier dans un acte de passage de seuil et de franchissement. Et donc, en fait, je suis parti de là, puisqu'évidemment, mon territoire premier, c'est les états de lien de conscience, plus que les études de genre. Et donc, je suis parti vraiment de cette étymologie en essayant de penser à partir de là. Ensuite, par goût personnel, parce qu'il y a ça aussi quand on pense, je trouvais que la question du franchissement était intéressante parce que elle ouvre vers l'aventure. Et finalement, avec des questions qui sont proches, enfin, c'est Campbell qui est derrière, quoi, hein, c'est-à-dire, il y a l'appel de l'aventure, et est-ce que finalement, le héros, c'est-à-dire la personne, va répondre à cet appel de l'aventure, de quelle façon, quel est le guide qu'elle va rencontrer, etc., etc. Et pour moi, en fait, cette notion de franchissement, elle est née vraiment avec ces deux racines-là. La première, c'est l'étymologie. La deuxième, c'est parce que je trouve qu'elle installe l'idée d'une aventure, d'un parcours, avec la première question lorsqu'on y a l'appel de l'aventure, c'est-à-dire ressentir que l'on n'est pas, que l'on ne correspond pas à ce qu'on nous a assigné, lorsqu'il y a cet appel de l'aventure, est-ce que finalement la personne va répondre à cet appel de l'aventure? C'est la toute première question, parce qu'elle peut aussi choisir de ne pas y répondre, hein. Donc voilà. Il y avait les deux, mais je suis tout à fait d'accord pour continuer à travailler avec toi là-dessus, hein, sur le franchissement. Mm. Mm. Merci beaucoup. Merci.